Nous voulons commencer en soulignant que malgré que nous soyons réunis virtuellement de Hearst à Parry Sound, nous vivons, jouons, apprenons et nous divertissons tout sur un territoire traditionnel désigné par un traité désigné. Si vous êtes à Hearst, Kapuskasing, Timmins, Iroquois Falls ou New Liskeard, vous profitez des richesses du territoire désigné du traité 9, alors que si, comme moi, vous êtes dans la région du Nipissing ou de Parry Sound, vous profitez de l'environnement du territoire désigné dans le traité Robinson-Huron. Ensemble, prenons le temps de reconnaître que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie des territoires traditionnels. Des peuples Anishinaabe, Ojibwe ou Chippewa, Ojikri, Mushkegowuk ou sinon Cri aussi, les peuples Algonquins, les peuples Métis et plus particulièrement la Première Nation du Nipissing et la Première Nation Témiscamingue, la Première Nation de Matagami, la Première Nation de Constance Lake, la Première Nation de Wasauksing et la Première Nation Taekwa-Tagamu et Wagashig, maintenant connue comme étant Abitibi-Anishinaabe. La reconnaissance du territoire est bien plus qu'une occasion de nommer le territoire sur lequel nous nous trouvons. C'est une occasion de s'engager à se questionner et à poursuivre notre réflexion sur l'importance de développer une relation avec les personnes autochtones. Il est important de mieux connaître les premiers peuples qui nous entourent et la vraie histoire du Canada. C'est dans cet esprit de sensibilisation et dans notre volonté d'aller à la rencontre de l'autre que nous cheminerons davantage sur le sentier de la réconciliation. Afin de reconnaître la longue histoire des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur ces territoires traditionnels, je vous invite aujourd'hui et chaque jour à vous ouvrir aux perspectives différentes des vôtres, de participer aux activités culturelles de votre centre d'amitié ou Première Nation locale et de vous informer de votre gré sur la culture autochtone, la vraie histoire du Canada et les nombreuses contributions des personnes autochtones à la société actuelle. Engagez-vous, comme moi, à préserver le territoire, l'entretenir et l'honorer pour qu'il soit le lieu de rencontre des générations à venir. Waché, bonjour, je m'appelle Mélissa Vernier, je suis professeure du programme d'études des enjeux humains et sociaux à l'Université de Hearst et aussi archiviste du Centre d'archives de la Grande Zone argileuse. Je suis ici pour vous parler du traité numéro 9. Le traité numéro 9 a ouvert la voie vers la colonisation du nord-est ontarien. C'est entre autres pour cette raison qu'aujourd'hui, des communautés comme Hearst, Kapuskasing, Timmins, Iroquois Falls et Temiskaming Shores existent. Ces communautés et bien d'autres sont toutes situées sur le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations Cri, Ojibwe et Ojikri comme Constance Lake, Flying Post, Taekwa-Tagamu, Wagashig, Matagami, Matachewan et Beaver House. Le traité numéro 9 a été signé il y a plus de 100 ans. En 1905 et 1906, les commissaires Duncan Campbell Scott, Samuel Stewart et Daniel George McMartin partent en canot à la rencontre des Premières Nations du territoire avec un traité déjà rédigé, prêt à être signé. C'est d'ailleurs ce qui différencie le traité numéro 9 des autres traités numérotés. Il a été conclu entre le gouvernement canadien et ontarien, sans les Premières Nations. Le gouvernement ontarien s'est impliqué dans le processus afin d'assurer ses intérêts sur les ressources naturelles du territoire. Le traité numéro 9 a été présenté aux Premières Nations comme un fait accompli non négociable. Il faut comprendre que les Premières Nations ont été obligées de signer le traité parce qu'on les menaçait de ne rien recevoir si elles ne signaient pas. On sait aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs problèmes d'interprétation ou de compréhension. Les Premières Nations avaient de la difficulté à comprendre l'anglais, la langue du colonisateur. Le résultat, les Premières Nations croyaient signer un traité de partage du territoire et de respect des communautés et des traditions. Ils ont plutôt signé un traité qui a mené à la perte de beaucoup de leur territoire et de leur souveraineté. En signant le traité numéro 9, les Premières Nations ont cédé des centaines de milliers de kilomètres de terres riches en bois, en minerais et en potentiel hydroélectrique. En retour, les membres des Premières Nations signataires ont reçu à peine de quoi pour assurer la survie de leur communauté au fil du temps. Comme exemple, ils ont reçu un cadeau de 8 $ par personne au moment de la signature.
Par la suite, les membres signataires ont reçu 4 $ par année par personne, paiement qu'ils reçoivent encore aujourd'hui. On leur a aussi promis un petit territoire pour établir une réserve pour chaque communauté et la protection de leurs droits de chasse et de pêche sur l'ensemble du territoire pour qu'ils puissent bien se nourrir. On leur a aussi promis une éducation pour leurs enfants en payant les salaires des enseignants et en fournissant des établissements et des fournitures scolaires. Malheureusement, le traité numéro 9 n'a pas toujours été respecté. Même si le traité leur promettait des droits de chasse et de pêche, leurs territoires de chasse traditionnels ont été détruits en grande partie par le peuplement et l'exploitation du territoire. L'éducation des enfants qu'avait promis le gouvernement a rapidement mené à l'enlèvement des enfants de leur famille pour les envoyer dans des pensionnats situés à des centaines de kilomètres de chez eux. Aujourd'hui, on sait que cette éducation a mené au génocide culturel des peuples autochtones. Et même si le traité leur promettait des réserves pour leur usage unique, le gouvernement a parfois dépossédé ou déplacé les communautés des terres qui leur étaient réservées. La semaine de reconnaissance des traités sert à expliquer les droits issus des traités et nos obligations, nous, résidents de l'Ontario, à l'égard des traités. Les traités ne concernent pas uniquement les Premières Nations, les traités nous concernent tous. Nous avons toutes et tous une responsabilité de mieux comprendre comment et pourquoi les traités ont été signés et ce qu'ils veulent dire dans le monde d'aujourd'hui. C'est donc notre devoir d'apprendre l'histoire des traités, de reconnaître les droits qu'ils accordent aux nations autochtones et d'exiger de nos gouvernements qu'ils respectent les ententes conclues, surtout en tenant compte de l'esprit de partage et de respect qui sont à l'origine de ces accords. Je m'appelle Émilie Bourgeot-Tassé. J'habite dans le traité Huron-Robinson, dans le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, près de les Premières Nations Atikomaksing et Premières Nations Wahnapitee. Souvent, on a une mauvaise compréhension de qu'est-ce qu'un traité. C'est un accord établi entre deux partenaires égaux. Pour la Semaine des traités, on parle vraiment de les traités entre les nations autochtones et le gouvernement fédéral. Généralement, c'est un accord qui va décider, établir comment est-ce que les ressources naturelles vont être utilisées et défrichées, voulant dire que les peuples autochtones, la couronne, les municipalités, la province, alors tout ce qui sort de la terre est censé être partagé d'une façon équitable entre tous les peuples des traités. Les traités sont encore importants aujourd'hui parce que quand on signe un traité, on signe un contrat et c'est en perpétuité. Les traités qui ont été signés dans nos territoires, les traités historiques, sont des contrats vivants. C'est quelque chose qui s'adapte à l'environnement, qui va continuer à s'adapter à les relations entre les humains et la Terre. Le traité Huron-Robinson, signé en 1850, a été établi, mais on peut dire que de 1850 à maintenant, on a beaucoup évolué la façon qu'on défriche la terre, que ce soit pour l'industrie minière, pour trouver de l'eau ou la foresterie, etc. Tous les Canadiens et tous les peuples autochtones, c'est à nous de faire certain que tous les gens qui vivent sous un traité ont assez d'eau, ont assez de nourriture, ont accès à des services de santé, ont accès à l'éducation, etc. C'est toujours important, peu importe l'année où on est, c'est que le contrat vivant va s'adapter aux circonstances de cette année-là. Pour moi, je pense que toujours espoir de rétablir les relations avec la Terre et rétablir les relations entre les communautés. Et puis, je travaille dans ce domaine-là. Alors, on travaille activement chaque jour vers la réconciliation pour améliorer que les étudiants autochtones aient accès à de l'éducation, aient accès à des ressources de santé, à des chances d'avoir un emploi. Il n'est jamais trop tard pour faire un changement et de rétablir ces choses-là. Et quand on commence à rétablir ces relations-là, on voit la vraie beauté d'être un humain, de vivre dans les bonnes relations avec tout le monde autour de nous, que ce soit un insecte, que ce soit une rivière, que ce soit nos voisins. Alors, comment on peut développer des meilleures relations, une meilleure connaissance sur les traités, les relations, etc.? Il faut vraiment juste être curieux pour commencer. On commence avec une recherche sur Google. Peut-être on va sur Instagram ou TikTok et puis on va faire des recherches sur les mouvements de grassroots qui se passent où les gens essaient de protéger leur terre, essaient de protéger leur eau. La deuxième étape, c'est d'aller fouiller pour de l'information. Comme individu, il faut aller faire notre propre recherche. Si moi, je suis intéressée à la terre, ou si je suis intéressée à les langues, ou peut-être je suis intéressée à les lois, peu importe ton intérêt, commence où tu es curieux et puis laisse ça développer de ce point-là. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est important pour tous les Canadiens de se rappeler que nous sommes tous les peuples des traités. Alors, la Semaine des traités, c'est pas juste pour les peuples autochtones, mais c'est pour tous les gens qui vivent dans ce territoire-là.